Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve voilà, d'un bon week-end, hein, un bon week-end qui a été un peu plus long que prévu, hein, étant donné que hier j'ai pas streamé. Pas un week-end, mais du coup, mais voilà, au moins on repart à peu près avec la full énergie. Moi, je suis content d'être là avec vous ce soir. On va pouvoir avancer et continuer notre projet sur le Plant Monitor. Le Plant Monitor, déjà, donc, enfin, un petit point pour ceux qui débarquent, hein, ce que c'est un capteur pour les pots de fleurs, les potagers extérieurs, intérieurs, peu importe, qui va inclure pas mal de capteurs. Donc, il va avoir des capteurs de température, humidité, hygrométrie, donc c'est l'humidité dans le sol, luminosité pour l'ensoleillement, et quoi d'autre? Et pression barométrique. Voilà. L'ensemble de ces capteurs, du coup, permettent d'avoir un peu une tendance de la santé de votre plante, de votre potager, de votre extérieur ou intérieur. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il soit communicant. Donc, il va communiquer avec un protocole qui s'appelle Sigfox, qui va permettre, du coup, de transmettre des informations, donc des informations de ces capteurs-là, à un serveur, qu'on pourra, du coup, exploiter par la suite. Euh, Ce produit justement il se veut très basse consommation parce que justement l'idée c'est qu'on n'ait pas à intervenir pour changer les piles ou quoi que ce soit. Donc pour cela justement c'est qu'on va le doter d'une batterie rechargeable qui permettra du coup de subvenir à ses besoins énergétiques. Mais en plus de ça on va ajouter une fonctionnalité de panneau solaire pour qu'il puisse justement essayer de charger ce qui consomme la journée quoi. Voilà. Euh, donc l'idée c'est ça, je pense, d'avoir un capteur un peu, voilà, un capteur avec tout un écosystème autosuffisant énergétiquement, communiquant, alors en communiquant, donc on communique pas en Wi-Fi ou en Bluetooth, hein, comme généralement on fait pour des choses domestique. Là, clairement, c'est comme on est en fait à la base, c'est plutôt pour être orienté pour être dans les potagers, donc à l'extérieur, donc assez loin des maisons, hein, donc du coup des réseaux Wi-Fi. Il a fallu du coup un protocole radio qui permette justement voilà, d'être pas gêné par ce genre de choses. Donc on a un protocole radio justement qui est opéré, donc il y a des antennes un peu partout en France qui sont déjà présentes et on va se caler dessus justement pour pouvoir échanger donc auprès des antennes qui lui du coup elles-mêmes vont pouvoir relayer l'information au serveur. Donc moi au Sigfox c'est ça, c'est ça, hein, c'est un petit réseau donc faible consommation, faible de données transmises et à très bas débit, mais nous ça nous suffit amplement pour ce qu'on a besoin de faire. Donc ensemble, justement, l'idée, c'est qu'à travers ces vidéos, à travers ces streams, hein, donc on a commencé il y a 3 semaines, je crois, 2 à 3 semaines. En tout cas, ça, on est l'épisode 8, il me semble, de l'épisode 8. Ouais, épisode 8, je crois, de l'émission. Donc ensemble, on essaie de concevoir justement ce type de produit euh, pour justement, voilà, le réaliser. Donc on fait à la fois la partie conception, donc électronique, à la fois la partie logicielle embarquée. Et on fera sûrement peut-être aussi une partie méca parce que du coup on devra sûrement avoir une méca pour cela. Alors bien que la méca c'est pas forcément ma dominante, hein, clairement on va faire une méca qui sera pas forcément très esthétique, mais on essaiera de faire quelque chose quand même qui tienne près la route. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire voilà qu'on va continuer sur notre lancée. Donc à savoir qu'actuellement donc on avait quitté le stream jeudi, on avait quasiment tout saisi nos capteurs, on avait choisi notre MCU et notre modem. Choisi. On avait je crois dessiné notre MCU et notre modem. On avait le convertisseur DC-DC qui a été mis en place. Donc là, du coup, on va se focaliser sur la partie donc panneau solaire et MCU. Si jamais ça n'a pas été fait, j'ai pas regardé exactement ce qu'on a fait. J'ai pas fait forcément un petit retour, un petit état de lieu de ce qui a été fait. On fera ça ensemble. En tout cas, ce soir, c'est partie photovoltaïque qu'on va traiter et la partie et ben, du coup MCU si jamais. Euh, voilà. Sachant que, bah, de toute façon, on verra, on va présenter du coup le synoptique et ensemble on pourra voir cela. Allez, c'est parti. Donc, hop. Bon, d'abord ce synoptique là comme ça. Donc le synoptique, non, plutôt celui-là. Euh, je change ça comme ça. Donc voilà un petit peu le synoptique de notre projet. Donc on a les différents acteurs, les différents blocs logiques, logiciels et électroniques. Alors plutôt en l'occurrence électronique, hein, mais qui vont être intégrés sur notre carte électronique. Donc on a pour commencer la partie énergie. Donc on a un système qui permet de recharger notre batterie à travers un panneau solaire. Donc on a des petits panneaux solaires. D'ailleurs, je les ai commandés, je les ai reçus, je crois, hier, donc faut que je les retrouve. Je les ai reçus. Euh... et c'est qui est où? Ah, c'est là. Je les ai reçus.
Donc on verra ce que ça donnera. Alors ils sont encore emballés, mais on va peut-être pouvoir les ouvrir. Mais je les ai reçus, c'est plutôt ouais, bien emballé, c'est plutôt une bonne facture hein, pour du... Voilà. Donc ce genre de petit panneau qu'on a commandé, un petit panneau solaire. Donc ceux-là, je pense, c'est les panneaux solaires qui sont affichés sur l'écran. Hein. Attends, la caméra, ça va être plus simple pour vous les montrer. Donc petit panneau solaire, 5 volts. Et normalement, alors on va passer sur cette vue-là. Hop. Voilà. Donc donc ça c'est le grand entre guillemets qui fait je crois 40 par 40, ouais 45 par 45 c'est écrit derrière. Donc voilà. Donc lui il est capable de sortir du 5 volts et 30 ampères normalement, 30 milliampères pardon 30 milliampères en plein soleil. Donc là la lumière artificielle je sais pas trop comment ça sortira mais on verra. Et puis voilà la version plus petite plus en longueur qui lui permet de sortir une capacité, un courant de 15 milliampères. Donc toujours à 5 volts. Hein. Donc voilà, un peu les panneaux solaires. Alors, ah oui, pas celui-là. Voilà. Donc le petit 15 mAh et celui-là qui fait 30 mAh. Donc l'idée, je pense, c'est que nous, on va plutôt s'orienter sur 30 mAh parce qu'en plus, bon, il est assez joli, ça fera un truc carré, ça fera un truc régulier. Et on le mettra du coup au-dessus de notre système. Donc voilà, on va essayer voilà, de continuer donc, la partie schéma. Il faudra qu'à un moment aussi que je le teste, panneau solaire. Alors j'ai pas forcément quoi tester chez moi actuellement. J'ai qu'un seul multimètre qui est assez pourri. Donc je pourrais pas forcément le tester. Après j'ai l'oscillo sinon. Euh, Ouais. Non, je peux pas vraiment de quoi trop tester. Faudra que je teste au boulot, parce que je crois que j'ai plus d'outils au boulot que là, mais bon, on verra. Donc voilà les petits panneaux solaires, donc je l'ai pris deux de chaque, hein, au cas où. Donc deux de chaque. Donc on pourra voilà, les jouer avec. Sinon, on revient sur le synoptique. Hop. Donc voilà, donc partie photovoltaïque qui va être assurée par le panneau solaire et par un petit contrôleur de charge. Ce contrôleur de charge, en fait, il a une particularité. En fait, son rôle, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir dans le photovoltaïque, en fait, hein, on a une courbe qui monte en termes d'efficacité selon le courant qu'on en sort. Et puis à un moment, ça s'écroule. Je pense que ce composant-là, en fait, en gros, il va essayer d'atteindre ce point optimal avant que ça s'écroule. Donc, c'est vraiment son rôle, c'est de garder, en fait, de limiter le courant de sortie pour garder justement une tension constante et d'avoir une puissance délivrée par le panneau solaire optimale. Donc, c'est son rôle. Ce qui nous sortira une tension, je crois, de 4,2 volts, je crois, ou je sais plus, qui permettra de charger notre batterie LiPo. Voilà. Donc batterie lipo, on a choisi du coup une batterie lipo de 500 mAh, je crois, c'est je pense largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire, sachant que normalement l'ensemble de l'électronique se veut très basse conso, c'est-à-dire qu'on va consommer, je pense, moins de peut-être 400-500 microampères par jour. Alors microampères en moyen. Euh, donc c'est très petit, donc on pourra normalement pouvoir tenir au moins un mois, peut-être pas un mois, si peut-être un mois dessus sans problème. À voir. On verra tout ça après qu'on aura fini la conception, je pense, et qu'on fera les bilans des consommations. Mais en tout cas, tous les composants ont été choisis pour atteindre justement la consommation la plus réduite possible. Hein. Euh, Bon, on peut toujours faire mieux, mais au moins on a un bon compromis entre le prix et la basse conso. Quoi d'autre Quoi d'autre Donc voilà. Donc la partie batterie et panneau solaire. Ensuite, on arrive ici au convertisseur DC-DC. Donc c'est quoi cette partie-là? C'est que on a besoin d'avoir une tension ici constante, hein, qui permettra du coup d'alimenter l'ensemble de notre circuiterie. Et pour cela, on a besoin d'un convertisseur qui va permettre de convertir la tension émanante de la batterie
dans le monde utile à notre électronique. Et pour ça, du coup, on a choisi un TPS 63050. C'est un convertisseur de type buck boost, donc convertisseur abaisseur et élevateur de tension, pardon. Ce qui permettra justement de profiter pleinement de la plage de fonctionnement de la batterie, hein, qui est située entre 2,8 V et 4,2 V pour information, pour une lipo, hein. Donc là, nous ici, on a défini une tension de sortie de 3 volts. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir écrire tout ça parce que j'avoue, on n'a pas écrit. On va peut-être pouvoir les écrire quand même. Donc là, c'est 3 volts ici en sortie. Là, on va avoir du 2,8 V, 4,2 V côté batterie. Et je sais plus, lui, ce qu'il en sort. Donc, pour avoir, normalement, je pense d'être 4,2 V. Je pense que lui doit certainement faire un mode pompe de charge pour justement fournir le 4,2 V nécessaire à la charge de la lipo. Donc voilà. Donc on a après 3 principaux blocs voilà, qui sont présents par les couleurs. La partie verte, donc c'est la partie capteur. On a du coup nos différents capteurs qui devront être présents sur notre carte électronique. Donc on a un capteur température, le MCP 9808T. On a un capteur d'humidité, le SHTC3. On a un capteur de luminosité, donc le SI 1133. Ainsi qu'un capteur barométrique, le MS56 3702, pardon. Voilà. Donc ces 4 capteurs, eux, ces capteurs digitaux, c'est qu'en fait l'information qui en émane est de type digital. Donc là, du coup, on a justement choisi des capteurs qui sont plutôt orientés bus I2C. Voilà. L'idée, pourquoi ça, du coup, je pense, justement, ça permet justement de pouvoir attaquer, du coup, être du coup connecté au processeur par un seul bus qui est donc I2C, de centraliser du coup les GPIO et les mutualiser. Et voilà, du coup, réduire en fait en gros le nombre de pins nécessaires à interagir pour l'interaction avec tous ces capteurs. On a ensuite le capteur hygrométrie. Donc, capteur hygrométrie, c'est un capteur qui permettra justement de mesurer, ou du moins d'avoir une notion de que le sol est plus ou moins sec. Et pour cela, je pense qu'on va utiliser en fait l'effet de peau de l'eau donc sur un capteur qu'on va concevoir. Je pense un capteur qui n'existe pas en fait, ou du moins qui n'existe pas, c'est pas un IC qu'on va mettre sur une carte. Il va falloir justement qu'on l'étudie. Comment en fait on va étudier justement une variation de capacité, on va devoir du coup créer une capacité, du moins cette capacité qu'elle va engendrer cet effet de peau, va falloir justement la mesurer, du moins voilà, avoir l'impact que ça a en absence d'eau et en présence d'eau. Pour ça, justement, il existe un capteur qui existe, hein, donc qui est pas très cher, justement, c'est celui-là, le Capacitive Soil Moisture Sensor. Et donc, c'est un capteur qui, justement, utilise ce phénomène-là. Donc, on peut voir. Vous verrez dans notre vidéo, je crois, on a fait il y a 2-3 vidéos qu'on a faites avant, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, justement, on va essayer de reproduire un petit peu ce capteur-là dans notre électronique. Donc on va pas l'intégrer lui, hein. En fait on va créer le nôtre pour qu'il ressemble quand même à 2 gouttes d'eau à celui-là, hein. Mais c'est l'idée. Par contre voilà, celui-là contrairement aux autres, il va être analogique. D'ailleurs on peut peut-être le noter, hein. Il va être analogique, c'est-à-dire qu'on va mesurer une tension moyennée de sortie. Analogique, et on va peut-être mettre plus, je sais pas, une ou deux GPIO pour le contrôle. Ok. Donc voilà, donc là justement il faudra qu'on conçoit ça, donc je pense pas que ce sera le sujet de ce soir, on fera peut-être ça un autre soir, peut-être jeudi, hein, à voir, parce que ça va vite arriver, hein. Donc peut-être jeudi qu'on fera ça, mais en tout cas voilà. Ensuite on a la partie MCU, donc la partie MCU justement en électronique et en système embarqué, c'est le processeur. En gros c'est un système qui intègre la partie algorithmie, la partie mémoire, stockage donc d'informations non volatiles, et la partie RAM. Donc l'ensemble de ces 3 blocs, en gros principaux blocs, plus la partie périphérique, hein, pardon. L'ensemble de ces 4 blocs du coup forment du coup un microcontrôleur. Et justement c'est lui du coup qui va pouvoir orchestrer
l'ensemble de l'électronique pour pouvoir justement stresser les signaux, les lire, les injecter, etc. Donc c'est un peu notre processeur si on vulgarise un peu la chose. Donc c'est là-dedans qu'on fera le programme et qu'on va du coup le développer dedans et du coup le flasher dedans. Voilà. Donc pour lui, justement, on a aussi sûrement une LED RGB qui va permettre justement de pouvoir symboliser un état, ou même pour débugger, mais un état du processeur. Par exemple, on pourra par exemple faire clignoter une LED lentement, mais pour justement montrer que que le système vit, qui n'est pas mort, qui n'est pas voilà, où il n'y a plus de batterie, où il est dans un état bloqué, voilà. On peut faire ce genre de choses. Euh, voilà. Et on pourra aussi ajouter un bouton ou peut-être plusieurs boutons à voir qui permettraient justement de faire des choses comme, je sais pas, forcer une transmission de data au serveur par exemple. Je ne sais pas, faudra voir. Voilà. Et ensuite, on a la partie qui est assez intéressante aussi, la partie connexion, connectivité. Donc en gros, c'est que justement notre produit général doit être connecté à un serveur et justement, ça se fait par l'intermédiaire de ce module-là, donc qui est le WSS FM10R1. Donc c'est un module Sigfox, donc fait par Yasm, non Yasm. Je sais plus, non Yasm c'est le vendeur. C'est Weasel, pardon. Weasel qui le fait ça. Donc voilà, donc c'est un module qui est existant, donc on va l'utiliser. Par contre, le module n'intègre pas l'antenne, donc il faudra quand même mettre l'antenne en place. Donc on va voir. Et voilà, lui, contrairement au capteur, il communique en liaison série. Donc on va devoir du coup tirer une liaison série entre le modem et le microcontrôleur et ajouter 2-3 GPIO, notamment on a deux qui servent une qui sert pour le reset et une qui sert pour le wake up quand lui est en mode deep sleep. Donc voilà. Voilà un peu tout l'écosystème de notre projet, parti d'un point de vue électronique. Bon, alors l'éthique, les coches qu'on a mis en place là, c'est pour symboliser un petit peu ce qui a été saisi en termes de blocs et ce qui du coup nous reste à faire. Donc on a fait le DCDC donc entre le monde de la batterie et le monde du 3 volts. On a fait les capteurs de température, humidité, luminosité et capteur barométrique, ça c'est fait. On a partiellement fait la partie modem Sigfox. Donc je pense qu'on va compléter cette partie-là. On va la compléter. Et puis ensuite, après, on enchaînera avec quoi? Ben, partie solaire, on avait dit. Hein. Partie solaire. Donc c'est parti. Hop, on reprend le projet. Plante monitor, on ouvre le schématique. Et on peut peut-être faire aussi un état de l'art, pas un état de l'art, mais un petit check-up de ce qui a été saisi. Hein. Donc là, on a notre convertisseur, donc abaisseur, élévateur de tension. Hop, donc là, je vais mettre DC-DC. Input voltage. De vol 8. 4 volts 2. Output voltage. 3 volts. Voilà. Donc, comme on peut le voir, donc c'est un IC assez qui est pas mal, parce que je pense que c'est un petit bug boost, donc il y a tout intégré en termes de MOS dedans, il y a les 4 MOS qui sont intégrés dedans. Je crois qu'il est capable de pouvoir sortir jusqu'à 1 ampère ou 6, ouais, je crois quasiment 1 ampère de courant quand il est bien dans, un ampère courant, c'est assez performant. Et en plus, je crois qu'il a la particularité, oui, c'est ça, c'est qu'il est très performant en fait sur une très grande plage de courant de sortie. En général, les convertisseurs sont très bons sur 2-3 décades en termes de courant de sortie. Là, celui-là, il est très bon sur 5 à 6 décades. Donc, il me semble de l'ampère jusqu'à 10 micro-ampères, on est au-delà de 80%, 70% de rendement. Ce qui est très important et très très bien pour ce qu'on veut faire, parce que clairement, nous, on va être plutôt dans la partie basse conso, mais on a aussi une partie haute conso où on va justement burster des fois de temps en temps pour justement émettre les données au serveur. Donc on a besoin d'être bon sur la partie très basse conso et la partie conso un peu plus voilà un peu moins basse hein. Et justement lui fait l'affaire à ce niveau-là. Donc il est assez simple à mettre en place. Hein. Il y a une bobine à mettre pour justement la partie boost.
la partie boost, je crois, sur la partie boost pour lui. Euh, on a après voilà la partie feedback pour régler notre tension de sortie. Justement, l'idée c'est qu'on puisse configurer notre tension de sortie à notre guise. Et puis voilà, après toute une tripaille qui est autour pour justement des capas de découplage, bon, des capas plutôt de réserve d'énergie, etc. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut qui va bien pour ce montage-là. On a un signal de power good qui est disponible pour notre MCU si jamais. Donc on pourra l'utiliser et pourquoi pas bloquer l'intelligence si jamais on n'a pas assez de power good. À voir. Côté capteur, donc il y a un peu plus de choses, je pense, parce que du coup on a nos 4 capteurs sur les 5. On a un capteur température, donc bon, ils sont toutes simples à mettre en place, hein, comme c'est des IC qui sont déjà voilà, très, très intégrés tout intégré, et en plus on communique en I2C. Il y a très peu de choses à mettre, hein. Il y a souvent une capa de découplage à proximité de l'alimentation du l'IC, et puis après la configuration d'adresse, hein, le bus I2C, ainsi qu'une GPIO qui nous permet de lever une alerte, hein, donc c'est une interruption qui nous permet de lever une alerte auprès du MCU. Donc on peut configurer je crois des thresholds sur la température haute, basse, ce genre de choses. Voilà. Humidité c'est pareil, hein, donc encore plus simple. Encore moins de pins à configurer, il n'y a pas d'adresse I2C à configurer, donc on a juste l'I2C à tirer et l'alimentation à fournir. Côté Light Sensor, même chose, hein. I2C, un bit d'adresse configurable ici. Et on a de l'interruption pour générer une interruption sur un seuil de light. Voilà. Et côté Pressure Sensor, pareil, I2C et une capa de découplage. Donc on a mis en bas un tableau qui répertorie un petit peu les adresses I2C de chacun de ces capteurs, justement pour éviter qu'il y ait tout conflit d'adresse en fait, tout simplement, hein. Donc pour l'instant on n'a pas de problème, et si jamais il y avait un problème, du coup on aurait dû jouer sur les composants qui en disposent, en tout cas sur les bits configurables d'adresse, hein. Donc là il n'y en a pas ici, mais typiquement celui-là il y en a 3, donc si jamais lui était confié qu'un autre, bah, on aurait pu jouer un peu dessus pour justement changer d'adresse. Voilà. Voilà pour ça. Et il y avait la partie modem qu'on a commencé, voilà. Donc la partie modem on avait commencé, donc je sais plus trop ce qui me manquait du coup. On va revoir la datasheet, on va regarder. Donc l'alimentation elle arrive par ici, donc on a des capas de découplage. On a l'antenne qui est ici, donc l'antenne 868 MHz. Donc c'est une antenne, je crois que c'est une antenne céramique que j'ai mis, hein. C'est une antenne céramique que j'ai mis. Il me semble que c'est une antenne céramique. Ouais, c'est une antenne céramique. Alors, je vais copier ça. Ici. C'est ce genre d'antenne qu'on va mettre en place. Donc, antenne céramique. Euh, Donc c'est moins performant que les antennes patch ou antennes avec un connecteur SMA, etc. Mais nous, comme on veut être intégré dans une méca où on n'a pas forcément trop de place, on va justement voilà, mettre tout intégré, comme ça au moins on a un seul PCB et puis on se prend pas la tête. Donc c'est un peu moins performant. Un peu moins bon en réception, un peu moins bon en puissance d'émission, en upload, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Pardon, je passe la bonne page. Donc pour ça, du coup, on a un petit montage en T, hein, pour pouvoir adapter l'impédance. Là, pour l'instant, j'ai jeté les valeurs qui sont préconisées, qui sont mis en place dans la datasheet. On verra, je pense qu'on va laisser ça comme ça, et puis on va essayer de voir si on peut respecter du coup le layout conseillé par la datasheet, hein. Et puis en fonction, j'irai peut-être au bureau essayer de faire le tuning d'antenne si jamais. Alors c'est quelque chose que j'ai pas fait forcément moi de mon côté, mais bon, on essaiera. On verra. Quoi qu'il en soit, par contre, on doit être ici en impédance contrôlée. Donc on va mettre quand même une impédance 50 ohms ici. On va peut-être quand même le marquer. Voilà.
On va le marquer quand même, qu'il faut être sous 50 ohms. C'est important. Ensuite, quoi d'autre? Donc on a la pin reset qui est donc qui sera du coup pilotée par notre MCU. Et elle est pull down à 330 ohms. Alors ça non par contre. Alors il faudra vérifier, mais 330 ohms c'est très petit. Ça sera plutôt alors plutôt du 10 kg je pense. Au moins 10 kilos, au moins, peut-être même 100 kilos pour être. Ouais, ça sera même 100 kilos. 100 kilos. On verra, faut peut-être voir peut-être la description de la valeur, mais normalement c'est 100 kilos, moi. J'ai sûrement dû la copier d'une valeur qui était existante et du coup j'ai pas changé la valeur. Ensuite, on a notre partie port série, donc on a mis 2 donc 2,0 ohms pour si jamais on n'a pas forcément croisé les signaux, bah, on puisse rectifier le tir. Moi, je mets toujours des 0 ohms un peu partout pour facilement intervenir et jumper des signaux de l'un, voilà, facilement router des signaux sans prise de tête. Et en plus, ça permet aussi de temps en temps de mesurer des consommations à des endroits clés. Donc voilà. Alors, je baisse un peu le son, il est un peu fort. Voilà. Donc, ensuite, on a ici deux LED qui nous servent à voir l'état de notre modem. Alors, qu'est-ce qu'est l'état du modem en fait? Pardon, je me suis trompé, pas ça que je voulais montrer. L'état du modem, on a donc deux LED. L'une qui montre la partie radio, donc je pense que la partie radio va être active et va fonctionner, et du coup cette LED va justement blinker, hein. Et pareillement pour la partie CPU, quand le CPU est en activité, on va sûrement avoir un blink du CPU. Voilà. Ensuite, on a après des trucs pour flasher le système dedans, mais on s'en moque, on n'utilise pas. On a quand même mis des test points au cas où. On va quand même mettre du coup des test points pour ici et ici. Si jamais on a besoin quand même de reflasher ça. Alors on verra quand même pour peut-être ça, mettre là. Euh, Ça, je peux bouger ça là, ouais. Voilà. Donc voilà, on a du coup ces quatre pistes en fait qui nous servent du coup donc le debug, donc à flasher, je pense le firmware du MCU, mais normalement il est déjà flashé, hein, on va pas forcément le reflasher, mais si jamais on a peut-être possibilité de le faire. Et il y en a deux d'entre elles qui servent aussi à donner les états donc d'activité aussi la partie UART. Donc on a aussi de l'aide qui permettra de voir justement l'état de notre UART. Donc ces LED-là, en fait, elles serviront pour la partie développement, hein, partie conception, quand on va travailler dessus. Mais clairement, quand le produit sera déployé, on va les enlever parce que clairement, donc c'est la consommation. Donc en gros, c'est la consommation qui est inutile, qui ne sert pas au fonctionnement. C'est plus pour nous, utilisateurs, même pas utilisateurs, même pour développeurs, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et clairement, c'est des micro-ampères qu'on ne veut pas avoir. Donc tout ça, ça va dégager quand on mettra la carte vraiment dans le terrain, quoi. On a ensuite, après, une flopée de GPIO qui sont disponibles en fait auprès de notre modem. En fait, le modem, du coup, comme intérieur, intègre lui-même un MCU qui donc expose de nombreux GPIO, hein. Du coup, au lieu de les laisser non accessibles, franchement, ils ont voulu les rendre accessibles à l'extérieur. Et on peut du coup les activer aussi bien en input qu'en output grâce à des commandes UART, hein. Donc, je crois qu'il y a un système de commande AT qui est intégré au modem, on verra ça, pour justement jouer avec et pouvoir du coup setter ou lire les valeurs qui sont, donc lire des valeurs des GPIO. Apparemment, il y a aussi, je crois, un ou deux ADC disponibles et un ou deux DAC. Donc, ADC, c'est quoi? C'est des convertisseurs analogiques vers digital. Donc, on convertit une valeur analogique vers une valeur numérique. Et on a des DAC, qui est donc l'inverse, des convertisseurs numériques vers analogiques. Donc voilà, je crois qu'il y en a une ou deux qui existent, qui est présente dessus. Alors nous, justement, quand notre MCU le fait déjà, on n'a pas besoin d'avoir plus de GPIO. Voilà, donc ça, du coup, on va pas forcément les utiliser. Mais je les ai quand même exposés quand même en test point, sait-on jamais, si jamais on a besoin de tirer un fil au cas où pour pouvoir l'utiliser, ben on pourra. Quoi d'autre?
On a par contre, si la GPIO 9 qui est intéressante, alors je sais pas si vous vous rappelez par rapport au synoptique, justement, c'est que ce signal-là sert à réveiller le MCU qui est dans le modem d'un deep sleep, donc d'un mode de sommeil profond. Justement, quand on est en mode sommeil profond, on a très peu de choses qui peut nous réveiller, et souvent, en fait, sûrement les GPIO, les interruptions sur GPIO, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et très peu coûteux en énergie. Donc justement, ils mettent ça en place pour permettre justement de sortir de ce mode-là. Donc il faut quand même qu'on puisse le réveiller, parce que justement c'est un état qu'on sera quand même assez souvent. Clairement, ça sera quasiment 99% de notre temps en mode sommeil. Donc justement, il faut qu'on puisse aller dedans et qu'on puisse le en sortir. Donc du coup, d'où cette wake up pin qui est câblée. Donc on a mis une pull down quand même pour justement la mettre à la masse par défaut. Voilà un petit peu le tour de lui. On va refaire quand même un tour avec la datasheet, hein, et puis on va pouvoir contrôler un petit peu ce qui s'y passe, voir si tout est en ordre, et puis passer à la suite du coup. Passer à la suite. Alors, on va revoir la datasheet de ce monsieur. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, je crois que j'ai quelque chose, j'ai ça. Alors, donc du coup c'est ce module-là qu'on va intégrer, hein. Donc il a un format timbre-poste, hein, ou pas vraiment timbre-poste, parce que timbre-poste normalement c'est un peu alvéolé sur le côté, et, voilà. Mais on a voilà des pistes, des pistes des cuivres accessibles en dessous, autour, en périphérie du modem. Euh, voilà. Et sachant voilà, que le modem du coup n'est pas voilà, n'intègre pas l'antenne, du coup il faut qu'on tire l'antenne, et je crois que l'antenne elle est ici je pense. On voit qu'il y a de la masse là, il y a de la masse là, et là on voit que c'est quand même bien isolé. Donc je pense ici d'avoir l'antenne. Voilà, donc la partie schéma de l'implémentation. Donc voilà, je pourrais peut-être montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, mais justement, on a un petit IC qui est intégré dedans avec une partie front-end Sigfox, et justement, on peut voilà, transmettre donc la partie radio qui va être envoyée au balloon, qui va elle-même du coup être envoyée sur la partie GPIO, donc liée à l'antenne. Et à l'interne, du coup, on a un cristal 32 kg pour la très basse clock, et un TCXO de 48 MHz, justement, qui est nécessaire pour faire fonctionner justement la partie front-end de radio. Voilà. Et du coup, l'ensemble des GPIO restantes est exposé sur l'ensemble du pourtour du module. Donc à chaque fois, on a fait le schéma et on a saisi du coup les composants. Donc normalement, les composants, ils sont déjà, ils sont créés, hein, donc on n'a plus qu'à les utiliser. Bah, ils sont créés. Ceux qui sont installés sont déjà créés, donc ils sont créés aussi bien en termes de symboles qu'en termes d'empreintes. Donc normalement, ils sont tout bons. Et on a même aussi intégré vraiment à 3D, donc ça c'est plutôt cool. Et ben non, du coup ici, j'ai pas l'application, en gros comment ça s'appelle? C'est Yazol? Non, c'est non, ça c'est Weasel, mais c'est Yadam que je voulais voir. Yadam. Mais il n'y a pas le schéma d'application. Euh, donc on va aller le chercher. Donc c'est ce modem là toujours. Alors, faut savoir franchement que c'est juste un modem, hein, d'accord? Quand on est sur un réseau qui est opéré, il va falloir qu'on paye un abonnement pour l'utiliser, pour qu'on puisse justement communiquer sur ce protocole-là et ce réseau-là. Euh, donc, justement, on va falloir qu'on prenne un abonnement pour pouvoir le faire. Donc, l'abonnement, ça varie en fait selon les données qu'on souhaite se faire transiter, mais c'est autour de 10 euros par an, par device, pour des faibles quantités. Après, je pense, dès qu'on a du volume, on peut commencer à discuter avec eux et du coup faire chuter la note. Donc la partie design guide, non, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Donc on va faire un petit check-up de ce qui en est. Euh, et puis on va comparer avec ce qu'on a, hein. Hop! Alors je vais juste mettre ça. Comme ça je pourrais surligner sur l'écran pour que vous puissiez voir en même temps. Alors je vais peut-être
dézoomer ça un petit peu, quoique c'est un peu flou pour vous, je sais pas. Ouais, bon ça va, c'est censé être clair là. Et là, bon là pour l'instant ça va. Ça va rester comme ça. Donc, on a quoi? On surligneur pour l'instant. On a ici la partie antenne, donc qui est, qui est ici, hein. Donc on a mis les mêmes composants. Donc le niveau du T, hein, c'est les mêmes composants, hein, c'est ça, hein. Et on a à la place d'un connecteur SMA, donc SMA c'est le connecteur qui permet de, justement de mettre une antenne déportée. Là, du coup, on met un capteur qui est donc une antenne qui est PCB, pas PCB mais qui est pardon céramique. Donc c'est un petit chip, hein, euh, et qui du coup, pardon, sera ici. Donc lui du coup en fait on met des 0 ohms pour qu'on puisse facilement bien couper euh, la partie RF, comme ça sera bien propre. Ensuite, on a la partie reset, je pense ici, pin 19, voilà. Donc clairement, là, on avait tout à l'heure une 330 ohms, clairement, c'était pas bon, hein. Là, on a bien une 110 ohms, euh, on a bien une 100 kg, pardon. Donc la 100 kg qu'on a ici, clairement, elle fait du bien. C'est bien celle-là qu'il nous fallait. Donc là, on est bon. Alors, comment faire? On va faire peut-être surligner les valeurs des trucs, comme ça. Ensuite, alors, on peut peut-être commencer la partie UART, donc 14, 15. Bon, là, bon, il n'y a rien à dire ici, hein, c'est censé fonctionner. Donc, 14, le TX, du coup, euh, donc c'est convention device, hein. Donc c'est convention slave. Donc du coup c'est bien le slave qui va discuter sur le TX. C'est bien une sortie, hein. On a bien la sortie qui est là. Euh, donc le TX, la pin 14, donc on a bien le bon sens ici, hein. La pin 15 aussi, donc du coup c'est l'autre sens et on est bien bon. Ensuite, on a quoi d'autre? Les GPIO qui sont. Alors, il y a une 6 clock là. La 6 clock, normalement, c'est pour. C'est ça, hein. Alors, ça, nous, on va pas forcément l'utiliser normalement. On l'utilise pas. C'est plus pour pouvoir flasher pour flasher ça, hein. Euh, Parce que ça, on l'utilise. Alors, je vais peut-être notre couleur, pardon. On va peut-être mettre en rouge. Ça, on n'utilise pas. Ça, cette partie-là, on n'utilise pas. Ça, on n'utilise pas. Et ça, on n'utilise pas, hein. Alors que là, ils ont tout tiré. Donc voilà. Non, donc ça, on n'utilise pas. Donc ça c'est bon. On va pas passer en jaune. Il n'y a pas de souci. Jaune. Alors, la pin 16, du coup, nous, c'est le RX LED qu'on va utiliser. Donc ça, on va l'utiliser quand même. Le 17 TX LED, ça c'est bon. Et c'est bon. Et là, clairement, on a bien notre LED qui est censé être là. Je vais couper ça, je vais enlever ça. Voilà. Notre LED, elle est bien là. Quoi d'autre? Ensuite, GPE 9, du coup, ça c'est notre reset, notre wake up. Donc, elle est tirée. Il faudra quand même qu'on fasse un petit check quand même sur. Faut quand même qu'on check, s'assurer que on est bien que c'est bien la bonne pin pour wake up, hein. Faut qu'on soit sûr. Faut qu'on soit sûr de ça. Donc on va vérifier cela d'ici peu. On fait une vidéo d'abord ça avant de checker ça. Ok. On a ensuite la partie radio LED et CPU LED. Donc ça du coup on les a tirés. C'est bien des sorties qui vont du coup aller directement dans nos LED. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Euh, Après.
On a plein de GPO ici qu'on n'utilise pas. On a mis les test points, donc ça on n'utilise pas, on les peut les passer. Hop, la 23, 24, 25, 26 aussi. Et ensuite, il reste une flopée de signaux qu'on n'a pas. Alors qu'on n'a pas. Donc on a la partie masse, donc la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc la 1 et la 2, elles sont là. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est bon, ils sont bien à la masse. 20, 22, 20, 20, 22. Ça c'est bon. 27, 28, 29 et 31. 27, 28, 29, 31. Donc ça c'est bon. Et ensuite, on a la 21 qui est donc notre alim, hein, avec capas de découplage. Donc le 21 qui est bien là, avec nos deux capas de découplage. Donc on a une de 22 microfarad et une de 100 nanofarad. Donc on est bon. Donc là, on est pas mal. Là, c'est nickel. Alors pour info, on a mis aussi une petite ferrite, nous, en entrée, pour justement limiter les hautes fréquences. Et en plus, ça permettra de pouvoir éventuellement la dégager pour pouvoir mettre un ampèremètre si jamais on veut faire des mesures de conso dédiées à ce modem-là. Bah voilà, je crois qu'on a rien oublié en GPIO, du coup on a tout tiré et tout a l'air bien par rapport à ce schéma-là qui semble, voilà, qui semble bon. Donc on va pouvoir effacer les couleurs et regarder un peu plus bas. Alors s'il y a la partie le réveil, hein, qu'on va quand même s'en assurer à checker. Alors J1, RF input output, impédance 50 ohms, donc je pense que c'est bien ce qu'on a mis ici, hein, bien le 50 ohms qui est tiré là. Alors C2, C3, c'est pourquoi? Ouais, ok, les 100 nano, ça c'est bon, ok. Euh, alors C4, c'est où? Ah oui, en fait, c'est lui pour la partie USD qui ont mis ça, le T. Alors, on nous mettra peut-être même un pi, hein, pour être, enfin, l'adaptation d'impédance. On mettra des 0 non câblés, hein, des 104,02 et puis on verra. On verra. Alors, justement, s'il y a le petit montage là qui est éventuellement proposé. Donc, je pense qu'il faut que la piste soit en 50 ohms. Euh, et ensuite, on a le SMA qui arrive derrière. Donc, nous, on aura notre antenne patch qui va sortir derrière. Patch, notre antenne céramique, pardon. Ok. Bon bah voilà, ça c'est bon, c'est fait. On va pouvoir enchaîner donc sur la suite qui est notre convertisseur. Donc du coup on pourra euh, passer lui en vert, hein. Alors après c'est en vert, il faudra quand même revenir peut-être dessus sur la partie. Non mais même pas parce que la partie PCB elle va être bon et en gros ce sera après quand on fera quand on va tester quand on va tester, hein, quand on devra adapter l'impédance de l'antenne, hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc je vous propose de passer sur la partie photovoltaïque, je pense, et après ensuite on enchaînera sur la partie MCU. Euh, voilà. Donc la partie photovoltaïque, la partie photovoltaïque, du coup on a trouvé un petit composant miracle qui est le SPV 1040. Je crois que c'est ST qui le propose. Euh, donc c'est un composant. Ah, ouais, c'est ST qui le propose. Donc ST Microélectronique qui le propose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dédié pour la partie photovoltaïque, justement parce qu'il intègre le fameux en gros point optimal pour le MPPT algorithme. Je pense que c'est je sais plus le truc, mais c'est pour justement la partie photovoltaïque, le point optimal donc de puissance délivrée par panneau solaire. Donc c'est quoi ce composant? Donc qu'est-ce qu'il propose? En fait, il permet donc de fonctionner entre 0,3 volts et 5,5 volts, hein. Donc notre panneau solaire, il est normalement spécifié pour fournir du 5 volts en sortie. Donc on est censé être bon. On a une résistance interne, donc les résistances internes sont très faibles, hein. On est de l'ordre de quelques centaines de milliohms, avec une voilà.
On a une PWM, je pense, pour pouvoir agir en termes de boost, hein, pour pouvoir boost, je pense, pour pouvoir réguler notre tension de sortie à celle qu'on souhaite. Il y a des sécurités sur la tension de sortie, sur le courant et sur la température, donc c'est plutôt cool. Euh, ok, et aussi un soft start, intéressant. Donc on va pouvoir tac 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 tac. On va pouvoir regarder ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà voir si on trouve le composant sur SnapEDA. Alors SnapEDA, pour ceux qui découvrent, c'est une sorte, alors je sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est un site qui référencie plein d'empreintes de composants, ce qui permet du coup de pouvoir facilement les avoir sans trop se forcer à les créer. Alors attention, la confiance n'exclut pas la vigilance, donc je vous invite quand même à vérifier quand même les empreintes qui sont issues pour justement soit l'adapter à votre charte entre guillemets de conception d'empreinte ou de symbole, soit pour être sûr qu'il n'y a pas de loup justement sur la dite empreinte. Du coup, c'est le SPV 1040 que je voulais voir. Hop, voilà. Donc on cherche ça. Ça nous cherche du coup. Alors j'en mets du coup là. Ouais, je vais le laisser, c'est pas grave. Donc voilà, il nous trouve donc le composant et il nous propose justement donc, la datasheet du composant, le symbole, la footprint et la 3D. Donc c'est intéressant ça. C'est vraiment ça qu'on souhaite avoir. Alors après c'est un TSOP, hein, donc c'est pas très compliqué à créer, hein. Si jamais on peut le créer à la main, c'est pas un problème. Mais bon, on peut, voilà, au moins ça c'est fait. Donc on va télécharger l'empreinte. L'avantage, c'est qu'il permet de pouvoir l'exporter sous plein de formats disponibles, plein de formats voilà, d'outils de CAO d'électronique. Donc il y a du Altium, il y a du Eagle, il y a du Fusion 360, il y a du KiCad, donc c'est celui qu'on utilise, et plein d'autres, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors pareil, il y a d'autres sites hein, comme ça un peu similaires, hein. Donc il y a SnapEDA, il y a aussi Ultra Librarian. Ultra Librarian. Donc les deux se complètent bien, et puis quand jamais quand les deux n'ont pas, bah du coup on, on le fait à la mano, hein, ça empêche pas, hein. Ça empêche pas. Donc on va pouvoir donc, le télécharger. Je vais télécharger aussi la 3D accessoirement. Comme ça on l'a. Donc là c'est simple en fait, il faut juste se créer un compte et puis on a accès à tout. Et le business model de ce système là, c'est que si jamais le composant n'est pas disponible, on peut, moyennant du crédit, je pense, ouais, ça, du moyen du crédit, pouvoir demander des empreintes spécifiques. Du coup, en gros, ils vont la concevoir et je crois qu'elle est prête sous 24 heures ou 48 heures. Donc c'est intéressant pour justement les petites entreprises, etc. Parce que du coup, je pense que c'est sûrement peu cher. Et ça permet du coup d'avoir des empreintes et de pouvoir un peu euh, euh, bah voilà, donner un peu cette partie un peu fastidieuse de création d'empreintes à des services faits pour ça. Donc on va pouvoir récupérer ça, l'extraire, et on va pouvoir le copier dans notre répertoire Plant Monitor. Non, c'est dans KiCad, librairie diverse. Donc là, voilà. Donc là, on a notre SPV1040 ici. Et la partie 3D, on va l'intégrer directement. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir inclure notre symbole et notre empreinte dans notre librairie. Donc pour cela, on va devoir ouvrir notre éditeur de symboles pour pouvoir l'importer. Je vais en même temps ouvrir en même temps le suite des empreintes, parce que c'est un peu plus long à charger. Ah, je peux pas. Non, je peux pas. Non, non. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. On va laisser travailler. Donc voilà, côté charge solaire. Alors j'en ai jamais fait un produit solaire, donc je pense que c'est une première. Donc on va tester, hein, c'est l'idée, hein, c'est qu'on teste à la fois l'IC qui permet donc de convertir, donc moins de gérer ce point optimal, et en plus de tester la partie solaire. Donc pour rappel, hein, c'est ce panneau solaire qu'on risque de mettre en place, hein. Hop.
Donc c'est un panneau solaire 30 mAh, ce petit-là, en sortance maximale, entre guillemets. Donc j'espère peut-être pouvoir en tirer peut-être 10-15 mAh, sachant que nous, on devrait en consommer peut-être un peu. Donc j'ai dit je pense entre 200 et 500 micro-ampères par heure. Donc en moyen, c'est de ça. Donc j'espère que du coup, le panneau solaire permettra de subvenir je pense, à cette surconsommation d'énergie et en même temps charger la batterie parce que la batterie va quand même se vider un petit peu de sa charge avec le froid, avec les températures extérieures, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, on va espérer, de toute façon, on fera les mesures quand on aura tout de fait, hein. Hop, donc la partie symbole. Alors, on va pouvoir ouvrir notre librairie qu'on a déjà commencé à compléter, donc le Plant Monitor, et on va pouvoir importer un symbole qui se situe donc dans les diverses, et c'était le SPV 1040. Voilà. Donc il est là. Alors, on va quand même contrôler avec la datasheet. Pour cela, on va l'ouvrir. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Euh, Alors ça, on va l'enlever. On va enlever ça. Et on va se mettre comme ça. Ici, est-ce qu'on a le pin-out de ce truc? Ouais. Donc on a en 1 le MPPT 7. Donc c'est quoi? Donc ça, c'est une entrée qui permet de monitorer la tension du panneau solaire. Donc c'est une tension d'entrée. Donc là, voilà, il faut laisser ça en entrée. On a ensuite donc la masse là, le V-out en sortie, très bien. V-control. Attends, je vais juste regarder un petit peu le schématique pour voir un petit peu comment les pins s'articulent un peu. Donc il y a le LX à mettre en place. Donc le LX, il va rester... il va être en haut, je pense. On va respecter un peu comme ça. MP7, on va le mettre en bas. LX, on va le mettre ici pour l'instant. On a quoi? X-shot. Alors, e-control plus, je pense, pour contrôler le courant de sortie, pour justement pas surtirer ce panneau solaire. Pour toujours garder en fait en gros ce point optimal, hein. En fait, dès qu'on va commencer en gros, c'est que lui, c'est qu'il va tenter donc lui, c'est lui, hein, il va tenter du coup de tirer plus de courant. Et quand le courant va commencer à s'écouler, parce que justement on, on surexploite en gros le panneau solaire, bah du coup il va revenir en arrière, je pense, et du coup optimiser ce point optimal. Donc on a ça. V-control, ici place à la sortie. Ok, on a ça ici. X-shot, c'est quoi? Ah, c'est pour le mettre en shutdown, mais nous on va le mettre en mode fonctionnement en fait. Il sera pas coupé, il sera toujours en marche. Donc je pense que lui il va être relié à l'attention d'entrée. Le GND, on va peut-être le mettre ici parce que je pense en fait on va avoir besoin de place ici. Le V-control, on voit que. Pourquoi je peux pas le bouger ça, hein? Ah, on me touche en fait. Le V-control, en fait, on voit qu'il y a un pondir de tension, donc c'est une tension, donc c'est pour avoir en fait un feedback de ce potentiel-là, donc à l'intérieur du process de l'IC. Donc on va laisser un peu de place pour mettre R1 entre là et V-out. Bon, là on a la place. Et on a e-control plus qui permet d'avoir à travers une shunt, l'image du courant qui traverse la shunt, donc à ces bornes. Du coup là on va juste avoir besoin d'avoir peut-être une capa entre les deux, donc il faudra laisser un peu de place aussi quand même. On va laisser 4, peut-être 6 même. La capa comme ça, tac tac tac, et on pourra prendre du coup sur le V-out comme sur le schéma. Ok, ça me paraît pas mal ça. On va pouvoir compléter les informations sur ce composant-là, donc on va commencer la datasheet. Voilà. Et on va voir s'il existe chez Farnell. L'idée c'est que nous, on va essayer de commander tout chez Farnell. Donc Farnell c'est quoi? C'est un distributeur de composants électroniques. Donc ils ont plein de références. Ils sont basés, je crois, donc ils ont un dépôt en Belgique et au Royaume-Uni, ce qui fait que c'est assez proche donc, de la France et du coup on les a en J+1. Voilà, et en plus du coup les frais de port sont pas chers. Comme ils
Ils sont quoi? Alors, je sais pas si c'est français, non, je pense que c'est français, mais ils ont une. Ah, je sais plus comment on dit. Pas une. Ouais, peut-être un siège, pas le siège, mais bon. Ils ont des bureaux, du moins en France, du coup, on paye pas. En fait, la TVA est déjà incluse dans le prix, donc on n'a pas de surprise à ce niveau-là, on n'a pas de frais de douane, parce que du coup, on est déjà en Europe. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ça peut dire ça, putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, le composant, c'était quoi? SPV 1040. Est-ce qu'ils l'ont? Oui, ils l'ont. Donc voilà, donc là du coup on va juste récupérer le code Farnell pour le référencer ici. Ça au moins on l'aura dans notre BOM. Donc le BOM c'est la Bill of Material, donc c'est quand on va du coup devoir acheter pour pouvoir souder nos composants. On aura toutes les informations, notamment le code pour acheter sur le site. Tac 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 tac. Ok. Petite description peut-être à compléter, histoire qu'on ait tout. Voilà, très bien. Alors, donc ça c'est bon, on va juste cacher. Alors, cette information-là, du coup, on va pas rendre visible. Ça sera blanche là. Euh, Ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. On va pouvoir du coup maintenant passer à l'empreinte. Donc l'empreinte, même délire, on va l'importer dans notre librairie Plant Monitor qui est ici. Donc importer l'empreinte. Et c'était donc la PTS, non, c'était la SPV 1040. Voilà. Et donc maintenant, on va devoir comparer avec, alors ça on va pouvoir le cacher à gauche, comparer avec la datasheet. Donc on va l'ouvrir déjà, hop, et on va pouvoir passer ça comme ça. Donc l'empreinte, on va la trouver tout en bas du document en général. Donc on avait vu qu'il y avait la partie mécanique, mais je regardais si on ne trouvait pas directement la partie layout à mettre en place côté, côté électronique. Alors, après, parce que du coup, la caméra elle va gêner l'information qui sont en dessous. Ok, donc je vais voir pour défiler, on fera des trucs. Donc là, on a quoi? On a déjà ça, on va le mettre plus gros. Moi, je travaille en 0,1 en épaisseur. Euh, Idem là. Ensuite, il faut qu'on regarde quoi? Donc, alors, il n'y a pas la partie plan d'implantation de l'empreinte, vraiment? Non, bah non. Ok, on a juste la partie méca. C'est un peu dommage parce que. Ouais. Non, non, donc que la partie méca. Ok, bon, on va essayer d'en déduire avec la partie méca. Parce que du coup, on n'a pas vraiment les positions exactes des pads à mettre en place. Euh, mais bon. Alors, la largeur de la patte, elle fait petit b. Donc, elle fait 0,19 au minimum et 0,30 au max. D'accord? Donc, on va dire 0,25 en moyenne. Et on a une longueur à couvrir de grand L. D'accord? Crantelle, elle fait 0,60 en typical. Donc je vais le noter à côté. Ah, je l'ai caché. On passe en bureau. Je vais le mettre ici. On a. Donc si on fait l'empreinte comme ça, on a 0,6 ici à minimum, en fait à minima, mais on sera bien plus. Et ici on a 0,25 je crois, hein, de mémoire. Donc il faut qu'on emprunte en fait soit plus grosse que ça et même bien plus grosse, hein. On va voir ce qu'on peut faire. On a un pitch aussi, donc le pitch c'est l'espacement entre nos pattes. Alors, est-ce que je peux remonter? Ouais. Donc le pitch c'est l'espacement entre les deux pattes, hein, qui est symbolisé par le petit E là. Le petit E qui vaut là 0,65 mm. Ok, donc on va le noter. Pitch 0,65 mm. Ok. Autre info nécessaire aussi, c'est l'écartement
entre la pin 1 et la pin 8 par exemple. D'accord? Parce qu'en fait, le composant va être centré. Et donc les pins 2 et 3 vont être symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Euh, et la pin 1 et 8 vont être symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Euh, donc il faut juste qu'on ait en fait la distance entre le 1 et le 8 pour pouvoir à peu près tout en déduire de ça. Euh, donc on a grand E, donc c'est l'écartement maximal entre le bout des deux pins qui mesure, donc grand E, 0,40. Donc en gros, entre là, mince, entre là et là, on a 0, non, 0,40, 6,40 pardon, j'ai dit quoi, j'ai dit 0,40, 6,40. Alors ça c'est côté mécanique, hein. Ça veut pas dire que l'empreinte doit être plus petite que ça, hein, ou plus grande, ou égale à ça, hein. On doit couvrir ça, donc on doit être un peu plus grand. Voilà. Donc déjà ça, ok, donc c'est là les bonnes infos, sachant qu'on a L qui fait 0,60, donc on a des choses. Ça veut dire que, accessoirement, donc par rapport à ici, notre centre de la pastille, donc notre patte donc, de faire 0,6, hein, notre patte elle fait 0,6. Si je reprends ici, on remonte. L, là, ça fait 0,6. Et on a donc tout ça, en gros, à partir de la symétrie. Donc si on fait la symétrie, donc ça vaut 2 fois moins que E, donc c'est E sur 2. Hein. Et ça fait du coup 3,20. D'accord? Donc le centre de la pâte, elle est du coup, par rapport au centre du composant, elle est du coup à E sur 2 moins L sur 2. On est d'accord? On est bien à un demi-L de l'extrémité de la pâte. Et l'extrémité de la pâte, elle est à E sur 2 du centre. Donc c'est E sur 2 moins L sur 2, ce qui donne 3,2 moins L2. Donc L2 c'était 0,6. Donc ça fait 0,3, ce qui nous donne 2,9. Donc ça c'est le centre de notre pad. Donc en gros le centre de notre pad doit être à 2,9 mm du centre, à peu près. Alors après, voilà. Après parce qu'en fait en gros, à peu près, ouais, c'est ça l'idée. Donc on va regarder ça ensemble, on va regarder et voir ce qu'il en est. Donc donc la pad, voilà, elle est là. Donc on a quoi comme taille? Elle fait 1,56 de longueur, donc par rapport à 0,6, donc elle est bien plus grande. Et elle fait 0,41 de largeur. Ok, on va peut-être uniformiser ça un petit peu, on va mettre 1,55. On va, quoi que non, ça va faire modifier toutes les autres pattes. Non, je vais pas le faire. Ok, et la position. Alors, la position, ça me plaît. Si ça me plaît ou ça me plaît pas trop? Si, ça me plaît. Donc, ça me plaît. Bon, on va voir. On avait dit 2,9 par rapport à l'axe central et on est à 2,88. Donc, on est plutôt bon. Clairement, on est bon. Ça me va très bien. Ça va très bien. On n'est pas à 2 centièmes de millimètre. Hein. Donc, c'est parfait. Sachant qu'en plus, sa pad, elle est très, très longue. Hein. Donc, c'est très bien parce que ça, du coup, ça permettra de pouvoir souder facilement à la main. Donc, c'est pas un problème. Et on est à 0,975 du centre. Alors, à savoir que on a un pitch. Donc le pitch c'est quoi? C'est la distance entre les deux centres de chaque pad. Hein. Et de 0,65. D'accord? Donc en gros ici on a 0,65 aussi. Ok? Donc la distance, donc je fais qu'on continue ici, hein, entre là et là, du coup c'est bien, on est bien sur petit e plus un e sur 2. D'accord? D'accord? Donc ce qui nous donne un 3 demi de E et donc 0,65 fois 3 demi.
0,65 fois 1,5. Ça nous fait bien 0,975. Ok? Donc on est bien bon à ce niveau-là. Donc ça c'est bon, ça me va, ça me va, ça sera confortable pour souder, et ça me va. Ça me va? Oui, ça me va parce que on va pouvoir effacer mon gribouillis. On va juste regarder un truc. Ça me va parce que... Ouais, ma distance d'isolement entre les deux, elle est quand même... elle est au moins de quasiment 200... 0,2 mm, donc ça suffit amplement. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va regarder la pin 2, mais la pin 2 va être bonne. Elle est à 0,325, on est bien à E sur 2. Hein. E, je rappelle, c'est 0,65, donc on est bien à la moitié de E. X est bon, donc on est bien parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Pin 5, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pin 6. Ok. Tac, 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 tac. Non, c'est bon, on va juste vérifier donc le pin-out, donc le 1, donc il est là. Donc on a bien le 1 qui va vers le 4, et après, donc en face du 4, on a le 5, et après qui remonte vers le 8. Le 1 vers le 4, le 4 qui est en face, donc le 5 qui est en face du 4, hein, et après on remonte. Ok. Donc pour l'instant, on prend un IC en général, les nombres, les numéros d'épines est toujours dans un sens comme ça, un petit peu euh, anti. Comment on dit? Dans le sens inverse d'une montre, mais c'est quoi le terme déjà? C'est anti. Ça, je sais plus. Anti quoi? Donc voilà, donc ça c'est bon, ça me va. On va regarder la partie méca, donc la partie boîtier, donc c'est symbolisé par, euh, par les traits gris ici. Donc on a donc E1. E1 c'est donc dans D. D, je pense que c'est cette côte-là hein, que j'ai surlignée. D, elle fait 3. Et là, on est sur du 1,55 par 1,55. Bon, ils l'ont fait un peu plus grande. Après, non, après, voilà, ils ont pris la taille max. Donc ça, c'est bon. C'est bon, ça me va. 3,10. Anti-horaire, pardon. Merci, Stride. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. J'avais un tireur. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je trouvais plus le terme. Je suis là. Oui, sans horaire et un tireur. Oui, c'est ça. Je trouvais plus. Merci. Merci, merci. Tu m'as sauvé. Ensuite, donc la partie X. Donc X, donc où c'est la moitié de notre E1. Et E1, il vaut 4,40, donc 4,50 au max. De 4,50, c'est bien la moitié de 2,25. On est bon. Là, c'est symétrique, donc 2,25, 1,55. Très bien. Et ici, on doit avoir la même chose, mais inversé. Ok. Très bien. Bah écoutez, ça me va. Juste vérifier du coup alors le contour blanc là, c'est pour faire un keep out. Un keep out c'est quoi? C'est pour limiter que les composants qui vont être placés à proximité enchevêtrent en fait sur l'autre composant et du coup qu'on ne puisse pas le souder en fait. Donc en fait on a un contour qui interdit le placer de composants à l'intérieur de ce polygone. Et il faut quand même qu'il soit assez grand quand même pour pas qu'on voilà, pas que ça soit trop proche non plus pour qu'on puisse plus jamais en fait le souder. Donc on va mettre un pas de 0,254. Ouais, c'est un peu juste. Non, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Moi, il me faut au moins ça, cette distance là, mais donc ça me va.
Ça me va. Après, attention, c'est un garde-fou, hein, ça n'empêche pas quand même quand on routera, qu'on fasse le contrôle, et puis voilà. Donc ça, c'est bon, ça me va, ça me plaît bien. On va du coup pouvoir rajouter la 3D. Donc on va aller ici importer la 3D qui est donc dans notre dossier 3D, qui est donc dans G, stream contenu, KiCad 3D. Et c'était quoi? C'était SPV 1040. Hein. Donc il est là, donc on voit très bien qu'il faut le pivoter, donc on va le pivoter. Et on voit qu'il faut quand même qu'on relève un petit peu. Alors là, c'était un peu trop. Là, c'était encore un peu pas assez. Allez, ça ira très bien ça. Par contre, on voit que le point 1, il est à l'opposé, donc on va devoir aussi pivoter dans cet axe-là. Ok, on sauvegarde. Ouais. Ah, mince. Je n'ai pas sélectionné le bon. Le, le, le package. Le package, la librairie dans laquelle il faut la sauvegarder. Donc ça, c'est bon. Alors, quoi d'autre? Donc ça, c'est bon, on a saisi notre composant, du coup, on va pouvoir le jeter sur notre schématique. Euh, Hop, on revient au schématique. Donc on revient sur notre page puissance, hein, c'est donc là qu'on va intégrer toute une partie puissance. Donc on va pouvoir injecter notre partie, donc notre SPV 1040, et on va pouvoir le compléter. Ah, j'ai fait quoi là? J'ai rotate, ok. Très bien. Donc, il va falloir qu'on mette notre connecteur. Alors je crois qu'on n'a pas de connecteur pour lui, mais notre connecteur pour notre panneau solaire. Donc il va falloir qu'on fasse. Alors, soit j'en trouve un, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose comme ça. Sinon on fait un connecteur simple, hein, j'avoue, un 0, 1 fois 0,2 quoi. Euh, on va prendre comme, un truc comme ça. Alors là, je vois il y a un point de fixation, un point de masse qui doit être retiré, mais on pas ça. En fait, nous, en fait, en gros, on prend un connecteur comme pour ce genre de choses, quoi. On va juste souder du coup les fils directement dessus. Pour bien, on met des pads. C'est bien aussi les pads. On met plutôt des pads que du traverse. Je crois que le traversant, c'est quand même plus. Ouais, mais pads, c'est bien. On met des pads. Donc, est-ce qu'on a des pads? Est-ce qu'on a des pads? Euh, Après, les pads, du coup, c'est des test points en fait, mais c'est pas. Sinon, test point, on a quoi? Ouais, mais sinon, faut que je crée un. Sinon, on met une batterie. Non, pas batterie, mais. Tiens, un solar cell. Ok, on va mettre ça. On va juste, du coup, voir le footprint. On peut le choisir. Alors, attendez, ça, je vais le cacher maintenant. J'en ai plus besoin. Ok. Euh, le footprint.
Je pense qu'on va la faire la footprint du truc parce que. Bon, pas compliqué à mettre en place, hein. En fait, j'ai peur que le traversant. Alors, connecteur. Ah, c'est ça, chercher. Sur deux choses qu'on peut mettre. Les traversants. Je réfléchis en même temps, hein, je pratique, je manipule en même temps le panneau solaire. Ouais. Ouais, on va mettre ça, on va pas prendre la tête, hein, ça sera très bien. Hop. Par contre, c'est pas polarisé, il faut qu'on le polarise le truc. Non, on va le dessiner pour bien mettre le label sur le truc. Donc on va créer l'empreinte de la batterie. Et du coup, je vais faire un connecteur, CMS. Donc on va écrire, on va dire quoi? On va dire que c'est Solar Cell. Vas-y, on va pas se prendre la tête. Donc on a besoin de deux pads. Donc on a un qui va faire, on va faire des gros pads, 2 par 2 mm. Et on va les mettre voilà, à 2 mm de distance. Hop, voilà. Pourquoi je peux pas éviter? Ah, je me trompe, je pas de touche, hein, je sais pas. Bon. Hop, on va faire ça. On va mettre le country for on va bloquer un peu ça. Donc on va. C'est 254, c'est où? Voilà, on va bloquer ça. On va mettre un peu de déco pour labelliser un peu tout ça. Ouais, non, je vais mettre du texte, en fait, ce sera plus simple. Plus, moins. On va faire un petit cercle pour ça. Là. Euh, Ok. On va sauvegarder. Euh, Très bien. Donc ça, c'est bon. On a fini avec ça. On va pouvoir, du coup... Pardon. Pourquoi je peux pas... Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Ok.
On va pouvoir choisir la footprint. Donc on l'a mis dans Plant Monitor et on a dit Solar Cell. Hop. Très bien. Est-ce qu'on a... Voilà. Ah, juste regarder par contre l'empreinte. Si je peux l'avoir. Propriété. Éditer l'empreinte. Non, c'est pas l'empreinte que je voulais voir. C'était éditer le symbole. On l'a appelé 1 et 2. Donc ils ont inversé les signes, les noms par rapport à mon empreinte. Donc 1 c'est plus et 2 c'est moins. Donc moi, il va falloir que j'inverse aussi dans mon empreinte. On va revenir dessus. Plante monitor, notre solar cell. Donc 1, ce qu'on va faire c'est que... Ouais non, on va changer ici, hein. On va se prendre la tête. Alors en fait non, c'est notre panneau solaire. En fait en gros, le fil plus... Après, il faut voir comment on le soude, quoi. Ouais, je sais pas. Bon, au pire, on t'en sortira. Ok. Donc là, on va inverser ici. 2, 1. Très bien. Ok. Donc ça, c'est bon. On a ensuite, donc, on va pouvoir mettre ça sur le côté et afficher la datasheet de notre chargeur. Oui, driver un petit peu de panneau solaire. Donc, est-ce qu'il y a un schéma d'application? Il est là. Donc on a quoi? On a une capa d'entrée, je pense doit être assez grosse. On a une petite self, on a une diode pour éviter le reverse. Donc ça c'est pour notre montage euh, bug sûrement. On a parti ici, donc on a ça à mettre, et une capa de sortie. Une capa de sortie, ouais, ok. Allez, c'est parti. On va récupérer tout ça ici. Voilà. Pour l'instant, je jette hein, comme ça, on verra après les valeurs. Un gomme, R. Ah, on a une capa ici. Très bien. On va juste déplacer un peu, histoire que ça n'aille... Quoique ça, on peut peut-être le rotate. Ça aussi. Voilà. Résistance là. On a une résistance de pull-up sur le V-out qui nous sert au feedback. On a une autre en pull-down. Ok. Et on a une capa de sortie. Bon, peut-être même plusieurs. Hein. On en a une pour l'instant. On a quoi en empreinte ici? 0,805. Ok, ça me paraît bien. Et là, on a quoi? 0,402. Ok. Très bien. Donc, kappa résistance, résistance. Là, on va avoir une masse là, une masse là. On tire ça ici, ça ici. Ok. Ça, c'est bon. Notre kappa ici.
Notre GND, il va aller là. On a un autre self à mettre. Ah ouais, on a aussi la self et la diode à choper. Ok, on a une masse. On a le X-Shutdown, mais le X-Shutdown, du coup, il va pas être mis en place. Il va être là. Là, on a une grosse capa à mettre aussi en entrée. Et le MP7. Ah, si, il a besoin de l'avoir, ça. Hein. Ouais. Ok, et on a une grosse capa au moins d'entrée. Très bien. On va copier les symboles de masse. Ok. Voilà. Ok, donc il manque notre self et notre diode. Donc on va regarder un peu ce qu'ils nous disent dessus, ça va être la configuration des valeurs, afin qu'on câble bien notre système. Pour l'instant, on a juste mis les composants comme ça en vrac, on va voir. Donc on va déjà regarder un petit peu les pins, voir à quoi correspond. Donc on a le GND, donc le MPP7, donc c'est le point, je pense, il veut récupérer la tension d'entrée pour pouvoir monitorer la tension donc, délivrée par le panneau solaire. Le 2 c'est la GND, c'est la masse. Le 8 X-Shot, donc c'est sûrement le shutdown input pin. Hein. Donc X-Shot, donc s'il est low, donc le device est éteint. S'il est up, le device est activé. Ok. Donc on va l'activer par défaut, on va laisser actif. Hein. LX, donc c'est notre booster, donc ok c'est notre boost, donc notre bobine de boost. Donc en fait à l'intérieur du coup il y a connecté à ça il y a sûrement le MOS qui est piloté. Hein. On a ensuite donc en 7 non-inverting input of constant current control loop. Euh, ok. Input control. Alors, inverting input constant current control loop. Ok. Très bien. Donc on va voir un petit peu comment on calcule ces valeurs-là. Alors, on va le mettre sans plein écran pour l'instant. Euh, Tension de sortie régulée, il pourra en par ok. Ok, intéressant. Alors, quand VOT dépasse 0,8 volts, il reste en dessous de 2 volts. Hmm, ok. Puis après, tout un tas de protections, de contrôle de la tension de sortie, de courant de sortie. Le mode shutdown, bon, ça, on peut l'utiliser, hein, on s'en moque.
Franchement, c'est ça le point optimal, hein. Je me disais la partie point optimal, justement, là on voit clairement il y a un point où la puissance fournie, en fait, elle se casse la gueule après au-delà. Donc il faut justement trouver cette tension nécessaire pour justement euh, voilà, avoir cette puissance-là. Euh, Ah, mais du coup, y a rien d'autre? Vraiment? Oh, ah oui, il y a pas de. Ah oui, c'est des marteaux, quoi. C'est bizarre quand même pendant le ST qu'ils fournissent pas d'autres éléments. Non, y a rien. Et le seul bout de schéma applicatif, y a pas de valeur, on est d'accord, hein. Non? Donc, ouais. Ok. Bon, on va déjà voir un petit peu donc la partie électrique. C'était où? C'est là? Alors, qu'est-ce qu'il faut configurer? Euh, Donc déjà, il faut qu'on sache la VRF. Ok. Attends, mais en fait, on a même pas la. En fait, on a rien comme info dessus. C'est pas possible qu'on ait rien d'autre. Ok. C'est quand même des choses, ok. Mais c'est pas dans le même document. Sachant sur le schéma de principe de notre système, hein, donc on a le boost avec notre self et notre diode, et le point milieu qui est contrôlé par un boss, hein. Euh, ok. Alors maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de L, la valeur. Oh, ils ont même fait le schéma équivalent. Ah ouais. Ok, intéressant. C'est rare qu'ils mettent. Ouais. On a une GNR aussi. Ok, la capacité out, elle est avant la shunt. Alors que. Mince. Alors que là. Ah si, elle est avant la shunt. Alors attention, j'ai fait une faute alors. Ok, elle est avant la shunt. Bizarre ça. Euh... Mettre ça là pour l'instant, je sais pas trop où on va le mettre après. Ok.
On a aussi une Zener pour caper. Bon, à voir si on met une Zener. On t'attend comme protéger, peut-être absorber peut-être des bursts de temps en temps, je sais pas. On va peut-être rajouter une Zener au cas où. Euh... R3, hein. Ils mettent quand même Bon, attends, on va lire un peu le document.